père est arrivé avant 14, quelques mois avant la déclaration de guerre de Roumanie, je crois. Et il s'est engagé dans la Légion étrangère et il a obtenu les deux plus hautes distinctions militaires françaises, la médaille militaire et la croix de guerre. Blessé c'était en Artois, il y a eu une offensive là-bas. Et donc j'ai été élevé choyé comme Paulette, mais très, très loin des préoccupations sociales d'une famille de militants. Donc mon père était ailleurs, dans le 5e arrondissement, et j'ai été élevé dans le culte de la République et de l'école laïque. Parce que mes parents, tous deux d'origine roumaine, déjà roumain, mes parents avaient entendu parler en Roumanie, partout en Europe de l'Est, de la France, à cause de l'affaire Dreyfus en particulier, qui avait fait sensation en Europe de l'Est qu'un juif puisse être non seulement au quartier général, ce qui était impensable, mais en plus réhabilité par la République. Il y avait tous les souvenirs de la Révolution qui étaient très connus, et donc mon père est venu à cause des persécutions que tu as mentionnées, et de la misère aussi, parce que ça allait avec la persécution, les pogroms, etc., dont j'ai entendu parler enfant d'ailleurs, ici à Paris, dans ma famille. Donc j'ai été élevé dans ce culte de l'école laïque, de la République, de toutes les valeurs fondamentales, et mes parents étaient favorables aux républicains espagnols, ça faisait partie du climat, mais ce n'étaient pas des militants, comme tu l'as dit tout à l'heure. De telle sorte que sous l'occupation, ils ne se sont pas rendus compte du danger, parce qu'il faut comprendre que Vichy, c'était très contradictoire. À Vichy, on pouvait très bien ne pas se rendre compte, c'était très progressif, les mesures de persécution. Et moi, j'allais à l'école où j'ai jamais, avec mon étoile, à partir de 42, j'ai jamais eu un regard, un mot pas insultant ou de quelque discrimination possible. Au contraire, j'étais même le chouchou du professeur qui était favorable à la résistance, etc. C'est une autre histoire. De telle sorte que le 4 mai 1944, peu avant le débarquement, nous est tombé comme le ciel sur la tête, puisque vous ne pouvez pas se rendre compte. La preuve, c'est que quand ils sont venus arrêter ma famille, donc ma mère, ne se rendant pas compte, quand ils avaient la liste des gens arrêtés, j'étais oublié sur la liste. J'avais 15 ans. J'étais oublié. C'est elle qui a demandé qu'on aille me chercher à l'école pour garder ses enfants, ses deux fils avec elle. En tant que mère, on peut très bien le comprendre dans l'époque. Ça peut paraître ridicule à certains, mais ça montre bien l'ignorance du danger. Alors bon, je vais rapidement ici, parce que vraiment, je trouve ce qu'a raconté Paulette, c'est tellement extraordinaire que ces petites histoires me paraissent inintéressantes, comme mes titres universitaires que mon voisin a mentionnés. C'est vraiment pas le problème, c'est l'éditeur pour vendre son livre qui a cru bon médecin. Bon. Moi, je suis ici comme témoin, si vous voulez, et camarade en même temps. Donc, nous sommes internés à Drancy. En 1944, c'était pas pareil que peut-être l'époque que vous avez... Pardon, en 1944, c'était pas pareil à Drancy que l'époque d'avant, où il y avait des moments terribles. C'était huilé. Moi, je suis parti... En fait, nous sommes partis dans le convoi numéro 74. Il y avait donc 73 qui sont partis avant, avec environ 1000 personnes à chaque fois. Alors, vous voyez, le système était bien huilé. On est arrivé, nous, le 20. Le 23... On est parti, les autobus nous emmènent à la gare de Bobigny, on est en famille. Donc, il faut comprendre que les enfants comme moi, parce que j'étais très enfant, quand on prend un garçon de 15 ans maintenant, ça n'a aucun rapport avec un garçon de 15 ans. À l'époque, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de journaux, on ne parlait pas d'ailleurs de politique aux enfants, et mes parents n'avaient pas intérêt à nous en parler parce qu'on risquait de bavarder, vous voyez, donc on ne savait même pas vraiment ce qu'ils pensaient. Il y avait le journal collabo officiel, des informations, et moi je vivais dans la littérature à l'époque, Corneille, Racine, les tirades, les choses chevaleresques, dans un univers totalement éloigné des réalités. Donc nous arrivons le 20, nous arrivons le 4 mai, et le
Le 20, nous partons à Auschwitz sans savoir naturellement ni le nom d'Auschwitz, ni ce qu'étaient les camps, parce qu'on avait entendu parler, on savait que les gens étaient arrêtés dans notre famille, certains, mais on ne savait pas, c'était ce qu'a raconté Claude tout à l'heure, l'histoire du secret. Les destinations inconnues, c'était fait exprès pour ne pas dire où il parlait, où il partait, excusez-moi. Et c'était très important, il y avait un secret d'État sur les camps d'extermination en particulier. Mais même dans le cas des NN comme Roger Linné, on leur a appliqué le système du secret, du mystère pour créer l'inquiétude, l'angoisse. Ça fait partie du système de terreur à l'échelle européenne. Donc nous ne savions pas ce qui se passait dans les camps. Il y avait des rumeurs de quelques informations de la BBC, très peu. On n'y a pas cru quand on parlait qu'on faisait du savon avec les Juifs. Ça nous a paru complètement farfelu. Il faut voir dans l'époque. Il faut se remettre dans les informations et les idées de l'époque. Donc nous sommes arrivés là-bas sans savoir. Et j'ai un bon exemple, un de mes camarades résistants de Charente-Maritime que j'ai connu a été envoyé à Buchenwald, jeune résistant. Le circuit c'était par Compiègne pour les résistants et Drancy pour les Juifs. Lui, il part de Compiègne, il arrive à Buchenwald et les déportés résistants avaient droit, je crois, à peut-être une lettre par mois de leur famille pour ceux qui avaient le droit. Mais naturellement censuré, il ne pouvait pas dire n'importe quoi, c'était très limité. Mais enfin, il reçoit une lettre de son père, de Charente-Maritime, lui demandant s'il voulait qu'il lui envoie son vélo à Buchenwald. Alors oui, ça montre bien l'ignorance totale, pas seulement chez les Juifs, mais chez toute la population française de ce qu'étaient les camps. D'où la découverte dont il était question tout à l'heure, et la stupeur dans le monde entier devant les images et les récits qu'il y a eu ensuite. Alors je passe rapidement, j'avais un frère de 17 ans, mon père et ma mère et moi, donc nous partons tous les quatre à Auschwitz. Mes parents ont été gazés à l'arrivée, mon père, c'est un combattant qui avait sa canne et qui portait même des rubans, comme beaucoup de Français, de ces médailles de 14-18, les gens voulaient montrer qu'ils avaient combattu. Donc il est arrivé sans imaginer une seconde qu'en entrant dans cette salle marquée de douche, c'était en fait la chambre à gaz. Mon frère et moi, dans la sélection dont vous avez peut-être entendu parler sur la rampe à Auschwitz, Birkenau, mon frère et moi, on est sélectionnés, comme il disait, je mets ça entre guillemets, pour travailler un certain nombre de mois pour faire fonctionner le système, ce que j'ai compris ensuite. Mais là, on nous a naturellement rien expliqué. Alors nos parents plus âgés, ma mère de 40 ans, mon père de 50 et mon frère de 17. Pardon, mon frère et moi, on a été sélectionnés donc, pour travailler. Et alors, on a passé, au bout de 4 mois, je crois, il a été sélectionné, entre guillemets, toujours à l'intérieur du camp. De temps en temps, il y avait des sélections internes pour se débarrasser de ceux qui étaient trop faibles ou malades ou à cause des conditions de travail, du manque de nourriture, etc. Donc mon frère a été sélectionné et tué à ce moment-là. Je me suis retrouvé seul. Et heureusement pour moi, là, c'est mon cas vraiment personnel, c'est tout à fait secondaire, mais j'ai été sauvé, on peut dire, par deux militants communistes. Un qui était arrivé avec les 45 000, donc, je ne sais pas si vous connaissez tous. Le convoi des 45 000. Oui, c'était les communistes et certains syndicalistes. Et il y a eu le convoi des 45 000 et 31 000 pour les femmes qui sont parties à Auschwitz. On leur a appliqué le traitement le pire, ils ont été comme les Juifs, et il y a une mortalité tout à fait comparable d'ailleurs à celle des Juifs à l'époque. Et il y a un de ces communistes des 45 000 qui m'a sauvé, on peut dire, parce qu'il était placé par la résistance dans le bloc, ça c'est dans Auschwitz I, le camp de base. Il était placé par la résistance interne dans cette infirmerie comme chef de chambre, on l'avait plus ou moins officieux. Il était placé là et la résistance se réunissait dans ce bloc des maladies contagieuses. Parce que les SS avaient tellement peur des maladies contagieuses qu'ils n'y venaient jamais, sauf pour les sélections périodiques. Donc c'est là qu'ils se réunissaient, bien sûr, et je l'ai appris après, bien. Et j'ignorais tout de lui, mais lui s'est intéressé à moi en tant que Français, jeune Français, puisque ça fonctionnait quand même, il y avait peut-être 10 ou 15 nationalités, ça fonctionnait normalement par nationalité d'abord. Donc il a vu ce garçon
en octobre 1944. Et il m'a fait entrer dans cette infirmerie comme auxiliaire pour distribuer la soupe, nettoyer par terre. Et au moment du 18 janvier, quand les troupes soviétiques ont lancé la grande offensive, ils n'étaient pas très loin, mais on ignorait tout. Moi, évidemment, ne connaissant ni le yiddish, ni l'allemand, ni le polonais, je comprenais très souvent rien du tout aux ordres et à tout le reste. J'étais complètement perdu, vous voyez, dans cette autre planète qui était le camp d'Auschwitz pour un enfant qui arrivait de son école, comme j'ai dit, avec Racine et Corneille. Donc j'ai été protégé par lui, je suis resté au chaud, j'avais à manger, c'était pas extraordinaire bien sûr, mais je pouvais survivre. Et puis moralement, d'être avec un Français parmi tous ces gens qui parlaient toutes les langues. Donc ça a été pour moi extraordinaire. Jusqu'au 18 janvier, où brusquement on décide l'évacuation du camp devant l'approche des troupes soviétiques dans leur offensive qui allait les amener jusqu'à Berlin. Là, l'épisode, je ne m'étends pas là-dessus, l'épisode de l'évacuation vers l'intérieur de l'Allemagne, alors ça c'était le moment le plus terrible, même, enfin, je raconter dans des conditions absolument épouvantables, en plein hiver d'Europe centrale, et sans nourriture, sans hygiène, dans des wagons ouverts. Même après la marche, on entendait les coups de feu, des camarades qui étaient abattus au bout de la colonne, tous ceux qui ne pouvaient pas marcher, c'est ce qu'on appelle les marches forcées, c'est-à-dire si on marche, si on s'arrête ou qu'on ne peut pas continuer, on est abattu. Il y avait des SS au bout de la colonne. Roger Truand, qui était dans la même évacuation que moi, il m'a raconté qu'à un moment, il a vu qu'il reculait, qu'il allait se trouver à la fin. À la fin, il a vu les SS qui abattaient ceux qui ne marchaient plus ou qui s'étaient assis épuisés sur le bord de la route. Donc il s'est mis, il m'a dit, à courir presque vers l'avant pour s'éloigner du bout. Et ensuite, donc, j'atterris. On était dispersés dans divers camps de l'intérieur, Buchenwald, Mauthausen, etc. Krasuki à Buchenwald, on l'a dit tout à l'heure. Moi, j'ai atterri à Dachau, donc dans un état de faiblesse et complètement hébété, disons. Et j'y suis resté 3 mois, sans pouvoir travailler, d'ailleurs, avec mes camarades qui arrivions. Je crois qu'on est entré à 155 seulement, d'après les archives que j'ai vues au camp de Dachau. 155, on est certainement parti à je ne sais pas combien de centaines. Sinon, je ne sais pas, il y avait soit 58 000, je crois, on est parti au départ, et bon, dispersés après. Et il en est arrivé donc 155 seulement dans ce camp de Dachau. Je parle des jeunes juifs venant d'Auschwitz. Où je suis resté donc 3 mois. J'ai oublié de dire que dans le camp d'Auschwitz, j'ai été aussi protégé par une Polonaise d'origine juive qui se trouvait là-bas, qui était venue avant la guerre pour faire des études et qui avait adhéré au Parti communiste probablement vers 1936 et qui, pendant la guerre, était dans les FTP, le travail allemand, ça s'appelait. Oui. Ici, c'est peut-être pas très connu, parce que moi, j'ai appris ça après la guerre. À l'intérieur, pardon. Tu parles des captures, le travail à l'Union ? Non, le travail allemand, ceux qui distribuaient des tracts aux soldats allemands. Alors, au sein des FTP MOI, il y avait une section qui s'appelait le travail allemand, et c'était des réfugiés allemands d'avant la guerre, qui fabriquaient des tracts en allemand destinés à la Wehrmacht, aux soldats de la Wehrmacht en France. Alors, il y avait un certain nombre dans des grandes villes, Toulouse, Lyon, etc., Marseille. Ils avaient un certain nombre de centres et ils distribuaient donc ces tracts pour essayer de créer des cellules antifascistes dans la Wehrmacht. Ce qui est extraordinaire. C'est très peu connu, ceci. Donc, elle travaillait dedans, elle avait dit « Mais moi, je ne suis pas allemande ». On lui a dit « C'est la guerre, on ne discute pas », parce qu'elle connaissait l'allemand, donc on l'a mise dans ce groupe. Elle m'a dit qu'une fois dans le métro, elle transportait de ces tracts en allemand, quand il y a des flics qui étaient placés au bout du couloir et qui obligeaient les gens à ouvrir leurs sacs, les femmes à ouvrir leurs sacs, etc., pour vérifier s'ils tombaient sur quelque chose d'intéressant. Elle avait des tracts en allemand pour la Wehrmacht. Alors, elle m'a dit qu'elle avait 25 ans, à peu près, je crois, à l'époque. Elle m'a dit que quand elle est arrivée, j'imagine que
son cœur battait la chamade, comme on dit, et elle a vu le moment où elle était prise. Et le policier qui était là a vu cette jeune femme avec son sac. Elle avait tellement pas l'air d'une terroriste qu'il lui a fait signe de passer. Mais elle a été prise après et envoyée à Auschwitz, près de son lieu de naissance, où sa famille avait été massacrée, d'ailleurs dans un ghetto. Et je l'ai rencontrée par hasard à Auschwitz. Et elle s'est apitoyée sur 5 ou 6 jeunes Français qui s'étaient regroupés là. Et elle, quand j'étais à l'hôpital, elle m'a envoyé par des médecins de Paris qu'elle connaissait, qu'elle avait connus dans le 6e arrondissement. Elle était dans un groupe dans le 6e où il y avait, je crois, Paul Hitzer, je ne sais plus. Elle m'a cité un certain nombre de gens avec qui elle était. Eux étaient étudiants en médecine. Donc elle a envoyé ses médecins de Birkenau à Auschwitz, qui était extrêmement dangereux, avec des messages pour moi. Elle m'envoyait des douceurs, une fois une poudre blanche, j'ai dit que c'était marqué acide citrique dessus. Parce qu'elle travaillait dans un laboratoire à Birkenau, c'est trop longue histoire. Et donc elle m'envoyait quelques petites choses avec des petits messages, et elle m'a dit que si j'apprenais l'allemand, elle m'a fait dire par les messagers, elle me ferait rentrer dans son laboratoire comme coursier, je crois, je sais pas, j'avais vu des jeunes avec un brassard Läufer en allemand, ce qu'on m'avait expliqué, c'est je sais pas, qui transmettent messager, je sais pas, quelque chose comme ça. Alors moi, je me suis mis à fantasmer là-dessus. Elle m'a envoyé le verbe être et le verbe avoir en allemand pour que j'apprenne l'allemand. Et alors moi, je récitais bêtement Ich bin, du bist, etc. Et après la guerre, quand je l'ai retrouvée à Paris, je lui ai dit, pourquoi vous m'avez, parce que là vous voyez, pourquoi vous m'avez envoyé le verbe être et le verbe avoir? Elle m'a dit, c'est pour te donner une raison de vivre. Bon, je ne sais plus ce que... J'arrive à la Libération, là. J'ai été évacué une nouvelle fois devant l'approche des troupes américaines qui arrivaient de l'Ouest, cette fois-ci. Tous les Juifs du camp de Dachau sont partis en convoi vers le sud, vers les Alpes, le Tyrol. Probablement, des officiers supérieurs nazis voulaient créer un réduit alpin pour continuer à se battre dans les Alpes, alors qu'on se battait dans Berlin déjà. C'était complètement délirant. Donc je pense qu'ils voulaient nous utiliser comme monnaie d'échange in extremis dans leur idée sur la juiverie internationale, les banques, les choses comme ça. Donc, parce qu'on ne pouvait pas travailler, on était extrêmement faibles. Alors on a erré un peu dans la campagne pendant les derniers jours avec des ordres contradictoires. Marche forcée, toujours, ils continuaient à tuer jusqu'à la dernière minute. Dans la petite ville où j'ai été libéré, dans le Tyrol, près de Salzbourg, dans la petite ville où j'ai été libéré, on a trouvé 50 cadavres autour quand on a erré. Et finalement, j'ai été libéré par les Américains de l'armée Patton. Et ensuite, incarcéré dans une caserne de la ville de Garmisch, le Chamonix allemand, à côté, pas très loin, par les Américains. On était furieux, on en parlait tout à l'heure. En fait, j'ai très bien compris après la guerre qu'ils ne pouvaient pas nous laisser. Moi, j'avais le typhus à Dachau, je ne parle pas des autres maladies, la tuberculose, la dysenterie, etc. Et en plus, on me représentait quand même comme vagabond sur les routes, un danger pour l'ordre. Eux, la guerre continuait. Naturellement, il n'y a pas d'interprète pour nous expliquer. Donc, pendant quelques semaines, on est resté interné dans cette caserne et finalement remis à l'armée française, la première armée française qui n'était pas très loin, et ensuite rapatrié jusqu'à l'hôtel Lutetia dont on a parlé.